merci à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette émission. Son titre, Le microbiote passe à table. C'est aussi l'objet de la campagne nationale d'information Ma santé passe par mes microbiotes, organisée par le laboratoire Pilège, expert dans le domaine des probiotiques depuis près de 30 ans. Cette émission sera l'occasion d'explorer les liens entre notre alimentation, notre microbiote et notre cerveau. Nous verrons comment nos choix alimentaires impactent favorablement ou négativement sur notre humeur. Et puisque le microbiote passe à table, nous aussi nous serons à table tout à l'heure autour d'un excellent dîner. Je vous présente tout de suite nos invités. Professeur Gabriel Perlemutter, bonjour. Vous êtes chef du service d'hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et professeur des universités. Tout d'abord, un rappel, pouvez-vous définir le microbiote ? Alors, le microbiote, c'est l'ensemble des êtres vivants, bactéries, champignons, virus, parasites qui vivent en nous. Vous pouvez avoir plusieurs microbiotes. Vous avez le plus célèbre, le microbiote digestif, intestinal, mais vous avez d'autres microbiotes, le microbiote cutané, le microbiote pulmonaire, le microbiote vaginal, le microbiote buccal, etc. Et nous vivons en parfaite symbiose avec l'ensemble de ces êtres vivants. Professeur Francisca Joly, bonjour. Vous êtes chef du service de gastro-entérologie, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de l'assistance nutritive et de la structure d'urgence vasculaire intestinale à l'hôpital Beaujon de Clichy et professeur de nutrition à l'Université de Paris. Pourquoi appelle-t-on l'intestin le deuxième cerveau ? C'est une grande question, mais tout d'abord, on sait très bien que dans notre cerveau principal, on a des neurones. C'est exactement la même chose dans l'intestin. Tout au long du tube digestif, on a des neurones qui vont avoir une fonction, qui vont nous aider en fait à faire en sorte que l'intestin se contracte, mais aussi qu'il communique avec d'autres organes, dont notre cerveau principal. Merci. Docteur Sarah Longer, bonjour. Vous êtes médecin généraliste et gériatre, ancien praticien hospitalier à l'hôpital de La Rochelle, ancien médecin dans l'unité de médecine préventive de l'hôpital américain de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, en consultation, les patients vous parlent du microbiote ? Alors oui, tout à fait. Il y a beaucoup de patients qui viennent en consultation avec beaucoup d'informations sur le microbiote intestinal. Ils se sont renseignés, ils ont lu des livres ou ils ont lu sur Internet et ils posent des questions. Ils viennent même parfois avec des analyses du microbiote intestinal. Et sinon, c'est des patients qui ne connaissent pas même la structure du tube digestif. Donc je suis là pour réexpliquer comment fonctionne le tube digestif à partir de la bouche et de ce moment très important de la mastication et ensuite d'expliquer la structure fondamentale de l'intestin et donc du microbiote. Agnès Suot, bonjour. Vous êtes une patiente experte souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Vous vous êtes engagée il y a quelques années au sein de l'association APSI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. L'APSI est l'association des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Cette association a été créée en 2010 par le professeur Sabaté du CHU de Bobigny en association avec des patients. Donc cette association, elle a été créée avant tout pour faire bénéficier d'un soutien et d'une représentation des patients. Par ailleurs, on a pu observer que ce syndrome souffrait d'un manque de reconnaissance de la part des autorités médicales, d'où la nécessité de créer cette association. Merci. Docteur Emmanuelle Bocandé, bonjour. Vous êtes directrice médicale du laboratoire Pilège. Pouvez-vous brièvement nous expliquer pourquoi organiser chaque année une campagne d'information sur les microbiotes ? Alors bonjour, en effet, c'est la 8e édition de cette campagne. Alors tout simplement parce qu'on parle de plus en plus du microbiote et qu'en tant que précurseur dans ce domaine, il nous paraissait très important d'informer et de sensibiliser le plus grand nombre d'individus sur l'importance des relations existantes entre le microbiote, l'intestin, la santé et l'alimentation. En croisant des points de vue différents de professionnels de santé, de représentants des associations de patients, que je remercie d'être présents aujourd'hui. Je vous le disais, pendant cette émission, nous allons dîner ensemble car nous allons évoquer l'importance de l'alimentation. Elle est capable de changer notre microbiote avec pour conséquence des modifications chimiques dans le cerveau responsables de notre bien-être mental. Je vous propose de passer à table. Avant de commencer, un mot sur le contenu de nos assiettes.
Pour accompagner nos discussions, nous dégusterons un menu spécialement conçu par la chef cuisinière Alba Novray. Il est composé d'ingrédients choisis par Solveig Darino-Dartinet, qui est diététicienne nutritionniste. L'objectif de ce dîner, vous l'aurez compris, prendre soin de notre microbiote et favoriser notre bien-être mental. Vous pourrez retrouver les recettes de ce menu ainsi que tous les conseils de notre diététicienne sur les bénéfices des ingrédients dans le livret d'information « Le microbiote et vous ». Il est téléchargeable sur www.masantépasse-par-mes-microbiotes.fr ou disponible dans les pharmacies partenaires. Professeur Gabriel Perlemutter, en tant que spécialiste du foie et de l'intestin, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser au cerveau? C'est une longue histoire. Déjà, comment je me suis intéressé au microbiote aussi. En fait, ça a commencé par une histoire simple. Je me suis demandé pourquoi, quand une personne consommait de l'alcool, certains allaient bien et d'autres devenaient malades du foie. Et donc, il y a des études qui sont sorties montrant que l'addiction à l'alcool pouvait dépendre de certains paramètres liés au microbiote, des signatures du microbiote lui-même, mais également une augmentation de la perméabilité intestinale. Et de façon parallèle, comme on avait fait des belles publications, les patients ont vu que je travaillais sur le microbiote et beaucoup de patients ont commencé à venir me voir pour que je leur change le microbiote et qu'ils aillent mieux, en particulier des personnes qui avaient un syndrome de l'intestin irritable. Et comme vous n'êtes pas un saucisson, l'intestin irritable ne peut pas être séparé du cerveau. Et donc, on est en plein dans l'interaction cerveau, foie, tube digestif. Et microbiote, évidemment. Merci. Professeur Francisca Joly, en tant que nutritionniste, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette thématique? Quand on parle d'intestin, on parle de digestion, on parle d'absorption. Et l'alimentation nécessite d'être digérée, absorbée. C'est ce qui va amener toute l'énergie à l'ensemble des cellules et de l'organisme. Donc on ne peut pas dissocier l'intestin et ses fonctions de la nutrition. Et dans la nutrition, il y a l'alimentation. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'axe intestin-cerveau? Alors, l'intestin, ce n'est pas qu'un tuyau. Il y a le contenant, donc on parle beaucoup de microbiote, donc tous ces micro-organismes vivants qui travaillent avec la paroi même de l'intestin et bien au-delà. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'intestin comprend un système nerveux qui est en partie autonome. Donc on a des neurones tout au long du tube digestif. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de deuxième cerveau. Mais au-delà de ça, c'est que cet intestin, avec finalement ces neurones organisés en réseau, communique avec notre cerveau principal. Il y a ce qu'on appelle le système vague, donc c'est vraiment un système nerveux qui arrive du cerveau et qui va vers différentes parties de l'intestin. Alors, quand on est stressé, quand on est angoissé, avant un événement important, souvent on sent que notre intestin, on a des contractions, ça travaille, des fois on est obligé de courir aux toilettes parce que l'intestin se contracte. Donc ça, on en a tous conscience. Ce dont on a moins conscience, c'est qu'il y a aussi une communication qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'intestin vers le cerveau. Et cette communication bidirectionnelle, c'est là où il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre et à améliorer. Parce que si on comprend bien que le cerveau communique avec notre intestin, aujourd'hui on peut se poser la question de finalement, quelle est la place, le rôle de cet intestin et de ce microbiote dans certaines maladies psychiques, neurologiques ou mentales? Professeur Perlemutter, un déséquilibre du microbiote intestinal qu'on appelle une dysbiose peut-il être à l'origine de différentes maladies digestives, par exemple le syndrome de l'intestin irritable? Pouvez-vous peut-être déjà définir ce syndrome et nous dire si l'on observe chez ces patients des troubles de l'humeur? En ce qui concerne le syndrome de l'intestin irritable, vous me posez la question, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il interagit avec le cerveau? Donc le syndrome de l'intestin irritable, ce sont des douleurs abdominales associées à des troubles du transit qui durent un certain temps. Nous ne sommes pas un saucisson, nous ne pouvons pas être coupés en tranches. Et les personnes qui souffrent
d'un syndrome de l'intestin irritable, et on peut le décliner sur d'autres douleurs. D'ailleurs, on peut le décliner sur des douleurs articulaires, on peut le décliner sur des impériosités mictionnelles, sur des éruptions cutanées, vont avoir une interaction entre le cerveau et le tube digestif. Cette interaction se fait, comme tu l'as dit, de façon bidirectionnelle, et à l'évidence, cette interaction se fait par les neurones, par des hormones. Et quand on veut soigner un syndrome de l'intestin irritable, si on se focalise ou simplement sur la tête ou simplement sur le cerveau, sans prendre la personne dans sa globalité, sans prendre en compte l'interaction du cerveau avec l'ensemble de l'organisme, inversement du microbiote avec l'ensemble de l'organisme, c'est voué à l'échec. Est-ce que vous constatez parfois des troubles de l'humeur chez ces patients qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable? Alors il y a plusieurs choses qu'on peut dire. D'une part, on sait que la prévalence des troubles de l'humeur est plus importante chez les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable. On le retrouve quand on discute avec les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Et il y a des publications qui ont été faites avec des méthodes qu'on appelle pangénomiques pour étudier les différents gènes. Et les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable ont des expressions géniques qui croisent avec les pathologies psychiatriques, quelles qu'elles soient, anxiété, dépression, troubles de l'humeur, alors qu'elles ne croisent pas avec les colites inflammatoires, ectocolites hémorragiques, maladie de Crohn notamment. Ce qui montre que ce qu'on observe correspond aussi à la réalité biologique. Agnès Huot, vous représentez donc l'association APSI. Est-ce que beaucoup de vos adhérents, qui sont donc atteints de ce syndrome, se plaignent de troubles de l'humeur? Mais peut-être un petit rappel aussi sur les autres symptômes dont souffrent les patients. Oui, alors donc le syndrome d'intestin irritable regroupe plusieurs symptômes, entre autres principalement des douleurs, des troubles du transit, donc à caractère diarrhéique ou constipation, mais également il peut y avoir aussi des ballonnements et puis des maladies associées, c'est-à-dire des symptômes associés, des comorbidités. On retrouve très fréquemment chez les gens qui nous contactent, en tout cas, on entend beaucoup de plaintes au sujet de fatigue chronique, de douleurs musculaires, de fibromyalgie. Donc c'est vrai qu'on a une atteinte un petit peu globale de la personne, quoi. Et avant tout une grande détresse psychologique également, parce qu'effectivement la souffrance et les troubles au quotidien, c'est très très difficile à supporter, ce qui entraîne souvent des conséquences psychologiques. Justement, professeur Perlemutter, ces troubles de l'humeur sont peut-être donc liés à un déséquilibre du microbiote, mais ils sont aussi la conséquence de cette maladie, comme vous le disiez, qui est très difficile à vivre. Effectivement, c'est dans les deux sens. Vous avez des troubles de l'humeur, vous n'êtes pas bien, vous pouvez avoir des douleurs abdominales, mais quand vous avez des douleurs abdominales et vous n'êtes pas entendu, vous vous enfermez sur vous-même, vous n'êtes pas compris, et donc ça vous attriste, ça vous déprime, ça vous angoisse, et donc effectivement, quand vous n'êtes pas bien au niveau du ventre, ça génère des troubles de l'humeur et vous rentrez dans un cercle vicieux, dans une spirale infernale où quand vous n'êtes pas écouté, quand vous n'êtes pas pris en charge, vous ne pouvez que tomber. Docteur Sarah Longer, en tant que médecin généraliste, vous êtes souvent le premier point de contact pour les patients présentant des troubles digestifs avec ou sans altération du bien-être mental. Est-ce que cette notion d'axe intestin-cerveau est habituellement prise en compte en médecine générale ? Alors oui, pour répondre à votre première question, en effet, en tant que médecin généraliste, on voit arriver en cabinet de médecine de ville beaucoup de patients qui se plaignent de leur ventre, clairement. Donc on est le premier rempart et déjà le premier accès à la médecine pour ces patients-là qui ont des douleurs depuis plusieurs années en général et qui n'ont pas vu de spécialiste encore. Donc on dégrossit un petit peu ce premier symptôme et on essaye de travailler dessus. Mais on évalue s'il va y avoir un intérêt à aller voir un spécialiste, un gastro-entérologue, et est-ce qu'il y a un intérêt à faire de la biologie, des prises de sang ou des imageries comme un scanner, une échographie. En tout cas, nous, médicalement, en tant que médecin généraliste, on est déjà là en priorité pour voir s'il y a des signes de gravité au niveau de ces problématiques abdominales. Après, l'axe intestin-cerveau, en général, les gens ne l'abordent pas trop en consultation, mais ça va plus être de notre côté, en tant que médecin généraliste, d'expliquer que comme il y a des milliards de neurones sur le plan cérébral, il y en a des millions au niveau de l'intestin et qu'il y a une communication qui se fait entre l'intestin et le cerveau et que ces communications,
qu'elle soit sur le plan nerveux, avec le système nerveux central, sur le plan immunitaire, parce qu'on se rend compte aussi qu'on a 70% du système immunitaire qui est au niveau de l'intestin. Il faut bien comprendre que quand on n'est pas en forme et qu'on ne mange pas bien, on a plus de maladies, on peut plus attraper des virus. Donc tout ça, c'est lié. Et donc quand on explique tout ça aux patients, en général, que tout est lié, effectivement, on se rend compte que si on travaille l'axe du stress, de l'anxiété, de la dépression qui est parfois présent, et aussi l'axe du microbiote et donc de l'intestin avec une alimentation qui sera le plus adaptée, on peut réussir à améliorer les choses. Et donc, il faut prendre le temps de faire tout ça, il faut prendre le temps d'enquêter et de discuter avec les gens. Professeur Joly, vous l'avez dit tout à l'heure, le lien intestin-cerveau est bidirectionnel. Donc, ça veut dire que le stress peut affecter le fonctionnement de notre intestin, mais qu'à l'inverse, l'intestin peut-il, et donc le microbiote peut-il aussi contribuer à réguler le stress? Alors c'est difficile de dire si l'intestin peut réguler le stress, mais on a de plus en plus de travaux qui montrent que, par exemple dans certaines maladies comme des dépressions sévères, il y a des anomalies du microbiote intestinal. Il y a ce qu'on appelle une dysbiose, un déséquilibre. Alors, est-ce que cette dysbiose, elle est liée, on va dire, au cerveau? Est-ce que c'est lié à des traitements qui ont déjà été mis en place? Mais on voit qu'il y a certaines familles de bactéries qui sont augmentées et d'autres qui sont réduites. Et donc, probablement que ça peut favoriser certaines situations de maladies psychiques et de difficultés même à traiter, ou au contraire, peut-être que ce microbiote peut aider à traiter. Parce qu'on a de plus en plus d'éléments qui semblent montrer que ce microbiote interagit aussi avec les médicaments. Mais il y a de plus en plus de recherches qui s'intéressent justement à finalement cette interaction et comment on pourrait moduler ce microbiote pour aider en fait dans ces maladies psychiques et donc dans le bien-être psychique global, hein, évidemment, parce que clairement, il y a un rôle de cet intestin qui interagit avec le cerveau. Professeur Perlemutter, est-ce qu'il existe d'autres maladies dans lesquelles on retrouve une perturbation de l'axe intestin-cerveau? Oui, il va y avoir une interaction entre le microbiote et le cerveau. C'est presque évident avec toutes les maladies, quasiment toutes les maladies psychologiques. Ça a été montré dans des modèles animaux, c'est beaucoup plus difficile chez l'homme dans les troubles du spectre autistique. Ça a été montré pour moi dans l'addiction, dans les troubles addictifs. Ça a été montré pour les maladies du foie. Ça a été montré dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Et donc on peut le décliner sur beaucoup de maladies. Et le cerveau joue un rôle aussi dans presque toutes les maladies. Docteur Sarah Longer, quand vous suivez des patients qui sont atteints par exemple de syndrome de l'intestin irritable, si vous avez besoin d'un avis de spécialiste, à qui les adressez-vous? À un gastro-entérologue ou à un psychologue, voire un psychiatre? Donc l'enjeu, ça va être surtout de mettre en place un travail qui va être pluridisciplinaire, puisque on le voit clairement avec les patients, quand on fait cette prise en charge à plusieurs, que ça soit un gastro-entérologue, un médecin généraliste, une psychologue, un coach APA, des gens qui vont aider à bouger mieux de manière adaptée, on va avoir une amélioration et une diminution de ces symptômes qui sont invalidants. Docteur Emmanuel Bocandé, qu'est-ce qui a motivé le laboratoire Pilège de concentrer cette 8e édition de la campagne « Ma santé passe par mes microbiotes » sur l'axe intestin-cerveau? Alors, c'est un axe dont on parle beaucoup. On l'a évoqué juste avant. On sait qu'il y a certaines pathologies ou le syndrome de l'intestin irritable, où il y a ça a été dit, hein, des relations entre des problèmes psychologiques et aussi des problèmes intestinaux. Mais au-delà de ça, il y a quand même un contexte très anxiogène. Bien avant la Covid, les études montraient une augmentation du stress, de troubles anxio-dépressifs
etc. Et il est vrai qu'on est dans un contexte assez compliqué, avec de l'éco-anxiété, des problèmes géopolitiques. Donc on voit très bien que ces problématiques explosent. Et donc de plus en plus d'individus cherchent des solutions et entendant parler de cet axe intestin-cerveau, se posent la question de comment ils pourraient agir sur ce stress ou sur leur état psychologique ou sur leur humeur à travers finalement leur intestin et leur microbiote. Et donc, il peut être très intéressant, bien évidemment, on a parlé des prébiotiques, ça peut être aussi par une voie probiotique, mais aussi il y a toute une tendance actuellement qui se développe qu'on appelle la psychonutrition et qui justement étudie l'impact de certains nutriments, par exemple sur l'humeur. Donc c'est aussi pour ça qu'il nous paraissait important d'en discuter aujourd'hui. Professeur Francisca Joly, de quelle façon précisément l'alimentation influence-t-elle l'axe intestin-cerveau? Est-ce qu'on le sait d'abord? C'est une vaste question. On sait aujourd'hui que l'alimentation a un rôle majeur concernant cet équilibre, mais aussi ce qu'on appelle la diversité. On a besoin d'avoir des organismes vivants qui soient différents. C'est comme un jardin en fait. Il ne faut pas qu'il y ait tout le temps les mêmes fleurs, les mêmes plantes, parce que sinon le risque c'est qu'à un moment donné, ce soit la mauvaise herbe, la mauvaise plante qui prenne exactement. Et donc le fait d'avoir plein d'organismes vivants différents, donc c'est de la diversité, est probablement un élément majeur. Et nos bactéries, par exemple, elles vont se nourrir de quoi? De fibres qui ne sont pas digérées au préalable. Et donc, on a besoin d'amener aussi dans notre alimentation de la diversité pour bien nourrir ce microbiote qui lui-même va permettre en fait d'être en bonne santé. Est-ce que, par exemple, ce soir, nous avons la chance de déguster un délicieux dîner préparé par la chef Alban Auvray. Ce menu est un exemple pour se faire plaisir sur le plan gastronomique. Là, nous en sommes au plat principal. On se fait plaisir sur le plan gastronomique tout en prenant soin de son microbiote et de son bien-être mental. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Absolument. Donc, on voit déjà qu'il y a des légumes, il y a beaucoup de fibres. Donc, on est dans une alimentation, on va dire plutôt de type méditerranéenne, saine, mais surtout nos bactéries vont adorer ça. Quand on a un intestin irritable, par exemple, on va dire « Ah oui, c'est super de manger tout ça, mais comment je fais pour tolérer en fait ?» Et donc, il faut dissocier, je pense, de ce qui est bon pour la santé de manière globale pour tout le monde, de après, comment je fais pour tolérer ce qui est censé être bon pour la santé. Et c'est là, en fait, où parfois l'équilibre est difficile et c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup communiquer pour éventuellement dire « Ok, ça c'est bon pour la santé, mais comment je fais en fait ?» Professeur Perlemutter, d'une façon générale, peut-on dire que le régime méditerranéen dont parlait le professeur Joly est favorable au microbiote et de ce fait à l'axe intestin-cerveau? Alors effectivement, le régime méditerranéen qui est caractérisé par une alimentation riche en légumes, pauvre en viande, pauvre en laitage, riche en graisses oméga 3, oméga 9 comme l'huile d'olive, qui comporte des poissons. C'est une alimentation très anti-inflammatoire, donc qui va protéger l'organisme, qui va aussi favoriser le microbiote. Et de nombreuses études ont montré que ce type d'alimentation avait un effet sur le mental quasiment aussi important, on compare des chèvres et des choux, mais aussi important qu'un soutien psychologique en termes de dépression ou anxiété. Et effectivement, par cette alimentation, en ciblant le microbiote, en modifiant ce qu'on appelle les métabolites fabriqués par le microbiote, on va modifier le comportement du cerveau et on va améliorer son humeur. Et vous, cette adaptation alimentaire que vous avez entreprise, est-ce qu'elle a eu un impact sur votre bien-être mental? Alors oui, parce que quelque part, c'est vrai qu'on mange plus sainement. On élimine forcément la malbouffe, donc on a tendance à s'orienter plutôt vers une alimentation plutôt saine, plutôt de
de légumes, de fibres, d'aliments crus ou cuits, moins de viande, de choses comme ça, un petit peu moins de glucides, un peu moins de sucre également. Et c'est vrai qu'on se dirige un petit peu instinctivement vers une alimentation plus saine. Je dirais que ce n'est pas désagréable à vivre au quotidien. Et par exemple, ce que nous mangeons ce soir, est-ce que ça vous convient par rapport au syndrome de l'intestin irritable? Déjà, je dirais que c'est délicieux. Il faut reconnaître quand même que c'est délicieux. Oui, je dirais que les assiettes qui nous ont été présentées correspondent vraiment à quelqu'un qui souffre du SI. Hormis, j'ai une petite retenue, c'est sur les champignons en entrée, parce que c'est vrai que c'est un aliment qui est un petit peu difficile à digérer pour certains d'entre nous. Mais dans l'ensemble, oui, ça correspond très bien à l'alimentation appropriée. Docteur Sarah Longer, donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes également gériatre. Est-ce qu'il existe des particularités du microbiote chez les personnes âgées? Alors effectivement, déjà sur cette population très particulière, on parle de gériatrie au-delà de 70 ans, on va dire 70, 80, 90, l'enjeu c'est que la physiologie va changer. Le corps ne fonctionne plus de la même manière et les pathologies sont d'autant plus présentes. On parle en général de polypathologie, donc on peut se retrouver avec des patients qui vont cumuler des problématiques de santé et qui vont aussi malheureusement cumuler des thérapeutiques. Parfois, on voit arriver des gens qui ont 15 traitements, 20 traitements sur la même ordonnance, donc c'est compliqué. Et tout ça, on sait que ça influence le microbiote intestinal. Professeur Perlemutter, nous parlions tout à l'heure de dépression. Est-ce que dans le cadre d'une dépression, il faut porter attention à son microbiote et choisir particulièrement son alimentation pour optimiser le traitement antidépresseur? Dans les dépressions, comme vous dites, légères à modérées ou le syndrome anxio-dépressif, là, il faut faire attention. L'alimentation va jouer un rôle sur le comportement, sur l'état de l'humeur. Et il a même été montré que dans des modèles animaux, quand vous avez des... Alors la souris n'est pas dépressive, mais on manipule la souris pour entraîner quelque chose qui ressemble à la dépression. Vous pouvez augmenter l'efficacité d'un traitement antidépresseur en ciblant, pas tant l'alimentation, mais certains métabolites fabriqués par le microbiote intestinal, voilà, comme des acides gras à chaîne courte, ou alors amener plus de tryptophane, qui est un des précurseurs de la sérotonine à des souris, et vous allez augmenter l'efficacité du traitement antidépresseur de la souris. Quels conseils pourriez-vous donner, puisque vous êtes professeur de nutrition, aux spectateurs qui nous regardent pour évidemment améliorer le microbiote et le bien-être? Le bon sens. Ah. Mais oui, il faut revenir à des principes extrêmement, finalement, on en a conscience, on sait ce qui est bon. Et des fruits, des légumes, faire à manger finalement soi-même, une alimentation peu transformée. Peu transformée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire à manger soi-même avec les aliments qu'on achète. Parfois, lorsqu'on achète des conserves où tout est déjà préparé, il y a forcément des additifs en fait. Et aujourd'hui, on sait que les additifs ont un rôle très négatif en fait sur l'intestin, potentiellement sur les maladies inflammatoires, sur l'inflammation. Donc c'est finalement du bon sens. Professeur Perlemutter, au-delà de la nutrition, quels autres conseils pourriez-vous donner à nos téléspectateurs pour prendre soin de leur microbiote? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire? C'est très important ce que vous posez comme question, parce qu'on a beaucoup parlé du syndrome de l'intestin irritable, de l'alimentation. Et l'alimentation n'est qu'une des armes, qu'un des piliers pour soigner le syndrome de l'intestin irritable. Et si on espère, par l'alimentation ou en ciblant le microbiote, guérir le syndrome de l'intestin irritable, et le médecin, et le professionnel de santé, et le patient vont dans le mur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc oui, il y a d'autres leviers à utiliser pour prendre soin du microbiote. Vous avez ce que vous mangez, vous avez quand vous le mangez. Manger le matin, c'est normal. Manger trop le soir, ça va être néfaste. Vous avez comment vous mangez, on en a parlé, il faut mâcher. Vous avez l'activité physique qui va avec, qui peut aussi améliorer. Vous avez l'état psychologique que vous avez, si vous mangez à toute allure, si vous êtes dans une période de stress, déménagement, décès, divorce, ce que vous voulez.
vous aurez des hormones qui vont être différentes, un tube digestif qui va se comporter de façon différente, des modifications du microbiote. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la santé globale. Et donc tous ces éléments doivent être pris en compte pour avoir une bonne santé, un bon microbiote. Il faut bien comprendre que quand votre microbiote est en bonne santé, vous allez vous-même être en bonne santé et inversement. Les dernières recherches laissent entendre que les psychobiotiques peuvent être bénéfiques pour la santé mentale. Qu'en pensez-vous? Puis un mot déjà pour définir le mot psychobiotique. Alors psychobiotique, c'est une contraction de psychologie ou psychiatrie et probiotiques. Les probiotiques, ce sont des êtres vivants, bactéries, champignons, qui, pris en quantité suffisante, vont avoir un effet bénéfique sur votre santé. Donc, est-ce que les probiotiques peuvent avoir un effet sur le fonctionnement du cerveau? Ça a été bien montré dans des modèles animaux. Les études chez l'homme sont plus compliquées, mais il y en a qui montrent que certaines bactéries peuvent agir à la fois sur la digestion, sur le niveau d'anxiété. Vous avez des composés fabriqués par les bactéries comme certains acides gras à chaîne courte qui ne sont pas directement des probiotiques, mais qui peuvent agir sur le comportement chez la souris. Et donc, tout ça, c'est comment cibler le cerveau en ciblant le microbiote intestinal. Donc oui, les probiotiques, au moins dans des modèles animaux, peuvent avoir un effet bénéfique sur le comportement. Et je trouve personnellement, et là je parle en tant que prescripteur de terrain, chez quelqu'un qui a une fatigue, un petit syndrome anxio-dépressif, il ne faut pas tout médialiser tout de suite avec de l'allopathie. Il faut faire au contraire tout ce qu'il y a autour, que ce soit un soutien psychologique, de la cohérence cardiaque, ce que vous voulez, et pourquoi pas l'accompagner avec des compléments alimentaires comme des probiotiques ou des psychobiotiques. Docteur Emmanuel Bocandé, quelle est la position de Pilège sur la question? Quelle place donnez-vous aux psychobiotiques dans la prise en charge du bien-être mental? Alors déjà, il faut comprendre que chez Pilège, en tant qu'expert des plantes, justement en phytonutrition, on s'est toujours intéressé au bien-être mental, puisqu'on sait très bien que c'est une approche ancestrale finalement de ce type de prise en charge. Au-delà de ça, ça a déjà été dit, il y a eu une émergence ces dernières années de travaux qui ont montré que l'axe intestin-cerveau et notamment le microbiote jouaient un rôle important justement dans ce bien-être mental. Et conjugué bien évidemment à notre intérêt historique pour les microbiotes et les probiotiques ou les prébiotiques, nous nous sommes bien évidemment rapprochés et avons collaboré avec des instituts de recherche, comme par exemple l'INRAE en France, pour justement étudier en quoi certaines bactéries pouvaient agir sur cet axe microbiote intestin-cerveau et donc jouer sur le stress, l'anxiété, l'humeur, etc. Et donc, pour vous répondre, oui, bien évidemment, nous, les psychobiotiques tiennent une place importante chez nous parce qu'on estime que ça peut être une approche, comme vient très bien de le dire le professeur Perlemutter, complémentaire à d'autres approches, bien évidemment, et c'est pour ça aussi que nous prenons systématiquement l'avis d'un professionnel de santé. Parce que c'est absolument essentiel qu'il y ait une évaluation qui soit faite par le professionnel de santé de façon à orienter de façon correcte le bon patient au bon moment avec la bonne solution. Donc si on se résume, c'est cuisiner soi-même, éviter les aliments ultra transformés, adapter son alimentation à sa personnalité et à sa maladie. C'est surtout ce qu'il faut connaître son corps. Oui, puis un régime plutôt méditerranéen. Et une alimentation plutôt méditerranéenne. Voilà, les fruits, les légumes. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, parfois on oublie qu'il y a certains toxiques environnementaux ou des toxiques qu'on prend soi-même. Enfin voilà, le tabac, l'alcool, certaines drogues, forcément, ont un effet quand même négatif. Et ne pas oublier l'activité physique. Bon, on se voit que de plus en plus, dans beaucoup de maladies chroniques, mais ça améliore beaucoup la fatigue, l'état psychique. Ça diminue la douleur, la sensation de douleur. Et le bien-être, ça améliore le bien-être mental et ça améliore le microbiote intestinal. Ça impacte le microbiote. Tout à fait. Donc il faut bouger. Notre émission s'achève. Merci à vous tous d'y avoir participé. Merci pour ces échanges passionnants. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.
prenez soin de votre microbiote et pour cela, n'oubliez pas de vous rendre sur le site de la campagne www.masantépassepar-mes-microbiotes.fr ou sur les réseaux sociaux du laboratoire Pilège.